La cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles regorge de références au passé de la Belgique. Le couronnement de Charles Quint sur un vitrail, une statue de Jan van Ruysbroek, un célèbre mystique du XIVe siècle, ou encore une toile racontant la légende de la patronne des lieux, Sainte Gudule, pieuse princesse des tout premiers temps du duché de Brabant. Mais pourquoi, dans la chapelle du Saint-Sacrement, l'un des lieux les plus sacrés de la cathédrale, édifiée au XVIe siècle, une sépulture a-t-elle été creusée pour un couple et marquée de cette énigmatique inscription « Monument des Belges, alors gouvernants », sans plus de précision. Qui pourraient être ces mystérieux gouvernants, suffisamment importants pour être enterrés dans le Saint des Saints bruxellois, mais dont les noms semblent s'être perdus au fil des siècles? Pour le comprendre, il faut peut-être passer par la marque la plus tangible du pouvoir de cette époque, là où l'on retrouve les véritables maîtres d'un territoire, les pièces de monnaie. Rien ne montre plus qui a réellement gouverné que la mention frappée sur ce métal précieux, sans lequel rien ne s'achète, rien ne se vend, rien ne se fait. Or, à la fin du XVIe siècle, une chose étrange se produit dans les territoires qui formeront la future Belgique. Alors que la monnaie présente toujours un profil d'homme, et cette mention, roi d'Espagne, par la grâce de Dieu, voilà que dans une fenêtre d'une vingtaine d'années, l'image change et c'est un couple qui apparaît. Un couple et deux prénoms, Albert et Isabelle, sans plus aucune mention de la couronne espagnole, comme si celle-ci avait dû se retirer derrière ce couple princier. Celui-ci pourrait-il être nos mystérieux gouvernants de la cathédrale? Et quel était alors le véritable pouvoir de ces personnages suffisamment importants pour remplacer un roi d'Espagne, le monarque le plus puissant de son temps, qui règne alors sur la moitié du monde connu? Bienvenue dans les Chroniques de Belgique, ceci est le tout premier épisode de la chaîne, alors surtout si l'histoire de notre beau pays ou l'histoire en général vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Mais donc pour aujourd'hui, on s'intéresse à un couple méconnu et pourtant capital pour l'histoire de la Belgique, un couple qui aurait pu être la première branche d'une véritable famille royale de Belgique. Dès le XVIe siècle, ils n'en sont vraiment pas passés loin, mais le destin, vous allez le voir, ne leur a laissé aucune chance. Repartons un instant de nos pièces de monnaie. En plus des deux prénoms mystérieux, Albert et Isabelle, on retrouve à chaque fois ce titre étonnant, les archiducs. Il faut savoir qu'archiduc, c'est un titre très spécial. Très peu de personnes ont pu se vanter de le porter. En fait, il n'y a qu'un seul endroit au monde où on le retrouve, c'est en Autriche, où les princes sont des presque rois. Mais si l'on reprend la liste des souverains autrichiens de l'époque, aucune trace d'un Albert, si ce n'est un prince cadet qui n'a jamais régné en Autriche. Et pour cause, il n'est que le 5e fils du prince régnant, envoyé dès ses 11 ans vivre chez ses cousins espagnols de la cour de Madrid. Comment ce jeune prince cadet aurait-il pu alors devenir notre archiduc? C'est vrai qu'à l'époque, la région qui formera plus tard la Belgique est bien sous la domination espagnole depuis 1555 très exactement, et l'abdication de Charles Quint, mais Albert n'est pas espagnol, on l'a vu, et de toute manière, aucun prince espagnol n'oserait ainsi évincer son roi sur les pièces de monnaie. La clé de l'énigme se trouve pourtant bien à Madrid, juste à côté d'Albert sur nos fameuses pièces, car oui, il y a bien une Isabelle à cette époque, à cet endroit, et pas n'importe laquelle. Isabelle Claire Eugénie d'Espagne n'est nulle autre que l'infante, c'est-à-dire la fille aînée du roi d'Espagne, et la préférée de son puissant père, Philippe II, qui veille jalousement sur elle. D'autant plus qu'après la mort de son frère, qui s'était rebellé contre son père, elle devient la seule héritière du trône d'Espagne, ce qui fait de son potentiel mariage un enjeu considérable
que son père repousse à chaque fois. Celui-ci tentera bien de la placer comme héritière du trône d'Angleterre, comme prétendante au trône de France ou encore comme duchesse de Bretagne, un titre stratégique à l'époque. L'opération déclenche même un débarquement sur la côte bretonne et une énième guerre avec la France. Mais toutes ces tentatives de placer sa fille adorée sur les trônes les plus prestigieux se solderont par des échecs, et les années passant, Philippe II commence à se demander s'il n'a pas gâché l'avenir d'Isabelle. Il se rappelle alors d'un vieux projet de son père, l'empereur Charles Quint. Car au moment de se retirer du pouvoir et de partager son immense empire en 1555, Charles Quint, qui a grandi à Bruxelles, envisage de créer un statut spécial pour ses précieux Pays-Bas et d'en faire une troisième entité bien séparée de l'Autriche, comme de l'Espagne. Finalement, il renonce et c'est son fils Philippe II qui en hérite en même temps que du trône d'Espagne. Mais la greffe ne prendra jamais vraiment entre l'autoritaire et très catholique Philippe II, qui a vécu l'essentiel de sa vie en Espagne, à la différence de Charles Quint, et des Pays-Bas de plus en plus protestants et autonomistes. Bientôt, la révolte gronde, et après des années de guerre civile et de tentatives de reconquête des troupes espagnoles, les provinces du Nord se détachent finalement définitivement de l'Empire espagnol, qui se retrouve amputé de la moitié des Pays-Bas. Seul reste le Sud, plus catholique et moins bien défendu. C'est dans ce contexte que Philippe II va finalement se résigner à deux choses. D'abord, accorder une sorte d'indépendance aux Pays-Bas pour donner des gages à ses habitants, et surtout donner lui-même un trône à sa fille chérie. Reste néanmoins à lui trouver un mari digne d'elle. Or, justement, le prince Albert s'est entre-temps distingué dans des opérations militaires contre le Portugal, l'Angleterre, la France et les rebelles des Pays-Bas. C'est désormais un homme de confiance, de sang royal ou presque. Il fera l'affaire. Le 5 mai 1598, Philippe II promulgue officiellement l'acte de cession des Pays-Bas en faveur de sa fille. Le 6, Albert et Isabelle sont déclarés mari et femme. Les voilà tous deux souverains des pays de par-deçà, comme on les appelle encore, alors que Philippe II, très malade, meurt quelques mois seulement après la cession. Et ce n'est pas forcément un cadeau, parce que si l'acte de renonciation de 1598 concerne en principe les 17 provinces des anciens Pays-Bas, en réalité les Espagnols n'en contrôlent plus que 10, à charge donc aux nouveaux époux de reconquérir le reste. Ce à quoi ils s'attellent dès leur arrivée, mais très vite, la tâche va se révéler impossible. Après plusieurs années de lutte infructueuse face aux rebelles coalisés du Nord, les deux époux optent plutôt pour la carte de la diplomatie. Fort de son nouveau titre de souverain, Albert pèsera de tout son poids pour pousser l'Espagne et l'Angleterre à cesser les hostilités, tandis que de son côté, il signe une trêve de 12 ans pour enfin rétablir la paix dans ses possessions. Une trêve bienvenue pour les Pays-Bas, mais aussi pour les deux époux qui se remettent de plusieurs épreuves personnelles, puisque par 3 fois déjà, le nouveau couple a eu un enfant et l'a perdu rapidement. Or, comme pour tout couple princier, l'enjeu est capital, pour eux encore plus que pour tous les autres. Car lors de sa renonciation, Philippe II a pris soin d'ajouter une clause s'assurant que les Pays-Bas ne quitteront pas sa famille. Si les nouveaux époux venaient à ne pas avoir d'héritier, leur possession retournerait sous la suzeraineté de l'Espagne. Albert a 41 ans, Isabelle 33. Les deux époux savent que désormais le destin des Pays-Bas dépend de leur capacité à avoir une descendance, mais aussi à se faire adopter de ses habitants. Si la première tâche s'avère difficile, ils excelleront en revanche rapidement dans la seconde, se rendant tous deux très populaires en se mêlant régulièrement à la foule lors de festivités locales et folkloriques. Avec le retour de la paix, la Belgica Regia, comme on commence à l'appeler pour la différencier des provinces sécessionnistes, se remet petit à petit de ses blessures, et bientôt, on se remet à assécher des marais pour relancer l'agriculture et à ouvrir des nouvelles fabriques de verre,
de soie ou de tapisserie qui deviendront bientôt une spécialité bruxelloise. Un redressement économique qui dépeint bien vite sur la cour des archiducs. Dans leur palais du Koudenberg, à Bruxelles, ils s'entourent des plus grands artistes de leur temps, comme Rubens, Jordans ou encore Bruegel, dont ils deviennent les généreux mécènes. Sans compter de très nombreux scientifiques de renom qui participeront à faire de la cour de Bruxelles l'une des plus flamboyantes et influentes d'Europe. Soucieux de la bonne marche de leurs États, les archiducs posent aussi les bases de l'unité des futurs territoires belges en promulguant l'édit perpétuel de 1611, un premier code de loi commun à toutes les provinces, écrit noir sur blanc à une époque où le droit est encore bien souvent une simple question de coutume transmise oralement. En plus de frapper de la nouvelle monnaie à leur effigie, les deux monarques mirent aussi en place, on l'a vu, une véritable diplomatie internationale, n'hésitant pas à traiter directement avec les plus grands, des actes et des traités au bas desquels ils signent bien souvent d'un titre simple mais glorieux, Albert et Isabelle, souverains des Pays-Bas. Mais est-ce vraiment le cas? Albert et Isabelle ont-ils vraiment été des souverains des Pays-Bas du Sud? Leur Belgica est-elle réellement indépendante? Eh bien la réponse est presque. Parce qu'en plus de la clause sur la descendance, Philippe II s'est aussi assuré de toujours garder un œil sur ce qui se passe dans les 10 provinces. L'acte de cession de 1598 prévoyait en effet le maintien de garnisons espagnoles sur le sol belge et des conseillers venus de Madrid pour seconder, mais aussi espionner les futurs souverains. Ce qui n'empêcha pas la loyauté de certains d'entre eux d'aller avec le temps en priorité aux archiducs plutôt qu'à Philippe III, le nouveau roi d'Espagne. Bien que toujours vassaux de l'immense empire espagnol, les Pays-Bas du Sud ont bien reçu tous les attributs d'un nouvel État. En fait, il est difficile de trancher la question de l'indépendance ou non de cette première Belgique, parce qu'à cette époque, les notions de souveraineté ou de nation n'ont pas le même sens qu'aujourd'hui. Au XVIe siècle, tout est encore surtout affaire de famille. Or, une famille, c'est justement ce qui manque à notre couple princier. On ignore si après le décès prématuré de leur troisième enfant, Albert et Isabelle se résignèrent ou ne parvinrent tout simplement plus à enfanter. Quoi qu'il en soit, les deux époux, qui sont aussi cousins, ne parvinrent jamais à assurer un futur à leur toute nouvelle dynastie, en quelque sorte éteinte, avant même d'avoir vu le jour. Albert meurt finalement en 1621, laissant Isabelle inconsolable et désormais simple régente des Pays-Bas pour le compte de son neveu, Philippe IV, Philippe III ayant lui aussi disparu, quelques mois plus tôt. Isolée, l'infante vivra encore 12 ans mais laissera petit à petit les affaires de l'État aux représentants du roi d'Espagne pour se consacrer à une fin de vie religieuse et contemplative au couvent des Capucins de Tervuren, où elle décède finalement en 1633. Sans elle, les pays d'en bas allaient malheureusement assez vite retrouver le sentier de la guerre pour des décennies, déchirés entre les ambitions espagnoles, hollandaises et françaises, et ses habitants ne peuvent plus aujourd'hui qu'imaginer ce qu'aurait pu devenir une véritable dynastie des Pays-Bas du Sud, 2 siècles et demi avant la création d'un royaume de Belgique.